Bonjour tout le monde, bienvenue donc à ce premier webinaire des portes éco-bâtisseurs. Aujourd'hui, nous allons parler matériaux naturels et plus spécifiquement dans une logique de rénovation de bâtiments en très basse énergie. Et pour ce faire, nous avons à nos côtés Julia, qui est le maître d'ouvrage du projet que nous allons découvrir ce soir, le projet Copost à Saint-Gilles. C'est en fait une réhabilitation d'un ancien bureau de poste en différentes unités de loft qui ont fait la part belle à différents matériaux de type bloc de paille, laine de bois. Bonjour Julia, si tu nous entends. Bonsoir. Bonsoir. Oui, très bien. Voilà, ça va, ça fonctionne. Et à côté de ça, nous avons également Benjamin Bio qui est chargé de projet à la plateforme Maison Passive, qui lui nous amènera son éclairage par rapport à la bonne mise en œuvre de ces matériaux, notamment dans un objectif d'une parole de problème de type hygrométrique. Bonsoir Benjamin. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Voilà. Avec nous également pour toutes les questions, nous avons Dimitri. Dimitri qui est le secrétaire général d'EcoConso, qui scrutera le chat en permanence à l'affût de vos questions. Donc n'hésitez pas, le but des portes ouvertes avant tout, c'est non seulement transmettre un certain savoir, mais également de susciter les questions-réponses avec les maîtres d'ouvrage, avec les experts. Donc vraiment, user et abuser du chat, on essaiera d'y répondre tant bien que mal, tant bien que possible, je veux dire, et également dans la semaine, dans le groupe Facebook que je mentionnerai plus tard. Et par rapport à cette petite présentation, je propose de ne pas la faire trop longue et de rentrer dans le vif du sujet, en commençant donc avec le projet Copost que Julia va nous présenter d'ici quelques instants. Voilà Julia, je te laisse la main. Super. Alors, vous devez bien pouvoir voir mon écran. Vous le voyez? Oui, on le voit. On voit bien ta présentation. Super. Alors, bonsoir tout le monde. Moi, je suis ici en tant que cohabitante du projet Copost. Je vais très brièvement faire une présentation un peu du projet en général. Après, malheureusement, aujourd'hui, on a eu des soucis un peu impondérables. Le fait qu'en fait, on avait prévu finir des petits travaux d'auto-rénovation qui ont pris plus de temps. Du coup, malheureusement, à la dernière minute, on ne peut pas vraiment vous faire visiter l'endroit, mais on va trouver de façon de quand même vous le faire explorer, voilà, peut-être avec la lumière du jour à travers des photos et des commentaires. Alors, Copost, c'est ça en fait, c'est 2 étages d'un bâtiment mixte. C'était un ancien bâtiment de la Poste, c'était la Poste de Saint-Gilles en fait. Il reste une partie de la Poste, mais le bâtiment a été vendu il y a quelques années. Et du coup, nous, on vient de s'installer en habitat groupé dans une partie d'un bâtiment dans lequel on trouve une école, une salle de sport et le bureau de la Poste. Et aussi, notamment aussi un data center. Alors, voilà. Du coup, vous voyez le cage d'escalier et les 2 étages sur la rue Théodore Verhaeghe. La définition du projet, vous pouvez le lire, mais voilà, c'était très joliment décrite par ces petits statuts. Du coup, c'est vraiment un projet d'éco-habitat initié par une quinzaine d'artistes qui s'étaient accueillir un logement et un espace de travail à prix abordable à Bruxelles. Du coup, c'est notamment un projet vraiment, en fait, vraiment politique. En 2016, on arrive à acheter le 2e et 3e étage, et là, on fait du logement qui est en rénovation et des ateliers, et la taille moyenne est plus ou moins 130 mètres carrés. Et voilà, il y a vraiment beaucoup de valeurs et beaucoup d'ambitions qui ont été mises là-dedans, notamment la question de construire la chose la plus isolée possible, aussi la plus écologique possible. On ne s'est même pas posé la question, c'était juste, ça faisait partie de la façon de vivre et de mener ces projets du début. Voilà, du coup, c'est qui? C'est beaucoup de personnes. Il y a des enfants qui sont nés, il y a eu des architectes, beaucoup d'autoconstruction, beaucoup d'amis, beaucoup d'amour aussi, pourquoi pas, beaucoup aussi parfois un peu de tension. En disant, voilà, on dit que c'est un bâtiment mixte, du coup, c'est pas évident en fait d'installer une rénovation du logement dans un bâtiment qui doit garder au rez-de-chaussée, au moins 1 et au premier étage des autres fonctions. Du coup, voilà, c'était aussi un challenge.
On s'est installé dans ce bâtiment. J'aime bien les sonnettes parce qu'en fait, voilà, les sonnettes sont restées. On a juste remis nos noms et rénové un projet qui était déjà existant. C'était un long projet en fait, ça a pris beaucoup de temps. La façade est inscrite à l'inventaire des bâtiments de la région bruxelloise et du coup, en fait, on n'a pas pu y toucher. Vous le verrez, on a trouvé des escamotages spatiaux pour... on a juste trouvé des solutions spatiales en fait pour adresser ça. Vous voyez, c'est dans un îlot très densément bâti et voilà, vous voyez un peu les 2 étages, qu'est-ce que ça donne à partir de l'intérieur de l'îlot. Ça, c'est qu'est-ce qu'on avait avant, en fait. C'était des anciens bureaux de la Poste, c'était aussi des espaces de travail, parfois aussi des dortoirs et des cuisines, cantines. Et nous, on les a repris en fait, on était affectés avec des bails précaires pendant des années par des artistes. Et du coup, là, quand on achetait, c'était comme ça la situation. Il faut dire qu'il y a quand même toute une partie des occupants actuels et propriétaires actuels qui faisaient partie aussi du groupe d'artistes qui avaient loué précairement cet espace. Voilà, du coup, vous voyez un peu de quoi il s'agit. Ça, c'est la situation. Vous voyez en fait la complexité. On a pris les 2 derniers étages et la stratégie, hop, c'était vraiment de trouver du côté façade inscrite à l'inventaire un espace non chauffé, des distributions, sortie aussi incendie, du coup sortie de sortie juste d'émergence. Et les espaces, en fait, on était isolés en disant que quand même l'école était déjà isolée. On a fait vraiment en sorte on a enveloppé par l'intérieur parce qu'on n'a pas quand même touché la façade. C'était vraiment une façon aussi d'essayer de toucher au minimum les éléments et travailler avec ce qu'on avait. Alors, on continue. Vous voyez du coup les espaces qui sont froids, les espaces qu'on a isolés. Comment est-ce qu'on a isolé? Les côtés façade arrière, où il y avait déjà la structure en béton et après deux parties en briques. On a mis 15 cm de laine de bois avec 15 cm de blocs de chaux-chanvre. La stratégie était carrément celle-là de vraiment travailler avec l'inertie du bâtiment et du coup vraiment arriver à un confort thermique et aussi hygrométrique, vraiment lié aussi à la régulation de l'humidité, mais aussi acoustique, il faut dire voilà, les 3. Et on a travaillé avec une isolation un peu plus expérimentale, on peut dire, qui était en fait menée par une structure bois et de la paille. Et on a mis en place ça sur un mur qui n'avait pas une poutre qui reprenait le poids en fait, de cette cloison, vous le voyez, du côté couloir. Et du coup, on a retrouvé avec un épaisseur très important, 36 cm de laine, de paille, dans un cadre en bois, du coup, qui fait 42 cm, avec 4 cm chaque fois de finition en argile, après la toute dernière finition sur un enduit minéraire. Et c'était en fait une solution aussi pour arriver à avoir les 30 minutes de résistance au feu. Et aussi avoir une structure légère et isolante, sûrement, et avec des matériaux issus le plus localement possible et le plus naturel possible, également compostables à la fin du bâtiment, en espérant que ça n'arrive pas très pas trop tôt. Voilà, vous voyez en fait les interventions qu'on a fait. On a raménagé quand même, redressé les lofts. Du coup, voilà, on a retrouvé ces couloirs et on a divisé les espaces. On voit aussi qu'on a ajouté 30 cm, non, en fait, c'est 20 cm de liège au plafond. C'est une erreur. Et après, on a différents types de murs et que je vais vous présenter. Vous voyez, du coup, du côté, comme on l'avait dit, extérieur, pour vraiment avoir une très bonne isolation, on a fait 15 cm de laine de bois, 15 cm de chaux-chanvre, et ça, c'est le mur B. Là où il y avait déjà des murs existants, vous voyez le mur A. C'est en fait des murs qui n'existent pas, mais qui avaient une poutre, un béton en dessous qui pouvait soutenir les poids. On retrouve 30 cm de chaux-chanvre. Après, vous voyez bien le mur en paille, argile paille, qui est le mur numéro D. Le numéro D. Entre le loft, on a mis en place deux briques, deux éléments de chaux-chanvre de 9 cm avec 2 cm d'isolation entre, au niveau acoustique, et aussi coupe-feu. Et après, les lofts 1 et 6, qui sont toujours dans une partie un peu isolée du bâtiment, avait mis en place quelque chose de plus subtil lié en fait à des questions spatiales spécifiques.
Vous voyez ici une petite récap de ce que je viens de présenter. Du coup, là, où il y avait une poutre en dessous, on pouvait bien aller avec 30 cm de blocs changeants. Là où on avait le contact avec l'extérieur, on a vraiment mis de la laine de bois et isohème. Ici, il y a les petits détails en fait, de comment est-ce qu'on a géré les linteaux et les systèmes autour des ouvertures qui sont quand même assez généreuses. Et là, le mur C qui est entre les lofts, voilà, 9 cm avec de l'isolation et le mur en paille. Et ça, c'est la structure un peu, voilà, on peut dire hybride, non pas hybride, mais un peu exceptionnelle du loft 1 et 6, qui étaient des anciennes salles, des anciennes toilettes, qui étaient du coup un peu plus difficiles à gérer au niveau spatial. Ça, vous voyez, en fait, on se trouve dans un bâtiment existant, ça, c'est aussi partie vraiment de la durabilité de notre projet, dans lequel on a fait une démolition, déconstruction assez soignée, de tous différents éléments qu'il a utilisés. On s'est trouvé en fait avec un plateau de 700 mètres carrés voilà, complètement ouvert avec des systèmes de poteaux-poutres en béton voilà, très largement dimensionnés. Et là-dedans, en fait, il n'y avait rien de structurel. Tout ce que vous verrez comme intérieur, c'est complètement voilà, en structure bois, en structure légère de remplissage. Je passe assez vite. On a récupéré un maximum d'éléments comme les pierres bleues, les seuils en pierre bleue, pour après les ouvertures, vous voyez, on a fait des balcons, du coup on a baissé les allèges et on a du coup replacé les mêmes pierres bleues. On a fait beaucoup de choses dans l'autoconstruction, là vous voyez en fait l'implication du groupe. C'est pas évident au niveau logistique, avec tous les matériaux. Vous voyez ici, c'était le plus grand projet en isolation à 20 cm de Liège que cette entreprise avait effectué sur Bruxelles. Du coup, même toutes les livraisons, en fait, c'était assez impressionnant de voir la quantité de matériaux qui ont entré le bâtiment. Et voilà, vous voyez ici dans les lofts les plus grands, qu'est-ce que ça donnait. Et l'idée, c'était vraiment d'arriver avec une isolation qui pouvait à la fois, après, voilà, dès que vous poserez des questions, je peux élaborer un peu. Mais c'est vraiment une question liée au fait que parfois, il y a des soucis au niveau de l'infiltration d'eau en toiture, parce qu'on ne maîtrise pas ce qui arrive en couverture. Et voilà, mais du coup, on est arrivé avec des paquets de 20 cm, qui c'est un casse. Je pense qu'on a un souci au niveau audio. Ici, ce sont les blocs de chambre aussi, assez impressionnant quand il y a la livraison qui arrive, comment les placer pour voilà, être sûr que ça tient, les sols. Du coup, on les a mis en dessous des poutres. Voilà, les murs qui se montent. Vous voyez bien l'épaisseur que ça comporte, en fait, le fait d'isoler en 30 cm. Ça, c'est carrément les blocs 30 contre la structure pour porter les linteaux. Ici, c'est le mur et aussi voilà, l'élément très difficile qui était les techniques, comment gérer les décharges. Ici, vous voyez autour des fenêtres, comment on a géré avec voilà, les linteaux, du coup, les poteaux qui portaient les linteaux, le mur existant, les 15 cm de laine de bois et les 15 cm des chanvre. Ici, les quantités de laine de bois qu'on a amenées, c'est une petite partie. Les cloisons légères, vissées aussi pour prévoir, voilà, déjà, on peut dire, une hiérarchie structurelle. Et là, voilà, les cires qui arrivent dans la rue de Dorberag, en plein centre-ville, et c'est la paille qui est arrivée. C'était de la paille très bio. On a eu un peu de soucis avec des animaux qui sont sortis la première année, mais apparemment, ça arrive assez souvent. Et voilà. Ça, c'était pour arriver à rentrer dans les prix de tous ces matériaux qui étaient voilà, plus qualitatifs, mais aussi plus chers. On a aussi cherché des moyens de créer des ateliers en autoconstruction, notamment avec la paille. Ici, vous voyez notre entrepreneur et les cohabitants. Ça, c'est toujours partie du workshop. En plus, voilà, ça c'était aussi dans mon offre. Du coup, vous pouvez déjà imaginer comment c'était avant. Et voilà, la finition, voilà, c'était en terre. Ça, c'est de la quantité d'argile qu'on a amenée. C'était même pas tout, d'ailleurs. Ça, vous voyez, parfois, on a eu des parties qui ont voilà, un peu de paille qui a germé. Là, c'était les couloirs. Ça, c'est la façade arrière. En fait, on a ouvert, on a animé la façade arrière. Les balcons, je passe les solutions. Ça, c'est la finition. On a trouvé cette finition qui est un peu chère, c'est isohème. C'est une finition qui amène après à épargner tout ce qui est peinture. Et voilà, on a mis ça en fait un peu partout, notamment sur le bloc en chambre, mais aussi sur le bloc, en fait, comme finition du mur en paille, qui est ici juste derrière moi, vous voyez. Donc, voilà, c'était une stratégie. Ça, ici, vous voyez la finition d'une fenêtre avec voilà, la ventilation. Le châssis, je vais l'expliquer peut-être tout à l'heure. Ça, c'est les couloirs.
et les espaces. Du coup, 1600 mètres carrés en total, 9 appartements, un espace commun à partir duquel je vous parle, vu que mon appartement est voilà, inaccessible pour le moment. Et il y a ces grands espaces couloirs maintenant qui sont devenus presque des desserts, en fait. Il y a 600 mètres carrés d'isolation, un liège et une quantité impressionnante d'autres matériaux qui ont été mis en place. C'est un projet pilote qui était souvent repris. Ce sont des photos d'un photographe financé par la région parce que, voilà, je vais juste défiler les photos du couloir maintenant avec la finition PCS. Vous voyez, en fait, pour l'instant, on est là. Les travaux ne sont pas tout à fait complétés. Il manque toujours quelques éléments dans les couloirs, mais les lofts sont très agréables et habités maintenant depuis presque 3 ans, je pense. Voilà. Et ici, c'est Hector qui rentre dans la maison. Là, idéalement, je passerai avec les smartphones pour vous faire un tour de mon loft, mais je passe du coup faire un tour digital et on va faire un tour interactif avec l'espace commun autour duquel vous pourrez poser des questions plus techniques et je pourrai en fait vous montrer les épaisseurs et autres. Le loft numéro 5. Il a fait l'objet en fait de tes projets lauréats bicirculaires, chantier circulaire en 2017. Et du coup, voilà. Si on rentrait de la porte qu'on a laissée dans le couloir, vous serez accueillis par cet espace de distribution. Vous voyez qu'il y a des fenêtres à l'intérieur, vous voyez qu'il y a un sol. C'est un sol, ce sont 135 mètres carrés entièrement de sol de récupération, les portes aussi, les châssis à l'intérieur aussi, c'est de la récupération, les plaintes aussi, sont de la récupération in situ, en fait, ce sont des éléments qu'on a démontés, soigneusement gardés et repensés et autres. Vous rentrerez du coup dans les 3 chambres, dans un espace, comment 3 chambres, c'est les meubles, il y a des éléments tout, en fait, presque tout en récupération, sauf les panneaux de finition du meuble et le mur en soi. Voilà, ce sont des photos de photographes, du coup, voilà, c'est assez impressionnant. Après, voilà. C'est aussi avec de la jolie lumière. Peut-être que vous profitez plus maintenant qu'il y a un tour guidé. Vous voyez, même les poignées ont été en récupération. C'est vraiment quelque chose du DNA du projet. Ici, sur l'espace du salon qui en fait, qui profite de la lumière et de la vue vers l'intérieur, qui est assez remarquable, vu qu'en fait, on est à hauteur. Ça, c'est l'espace. Voilà. Ça, c'est l'épaisseur du mur. Vous voyez, c'est carrément 30 cm en plus qu'on a ajouté. On a joué avec des grandes tablettes. Ça, c'est les sols. En fait, on a joué avec des différentes orientations du sol entre la partie couloir et la partie salon. Tout en récupération. Des salles de bain aussi, on a récupéré les baignoires, pas les bidets, mais les toilettes, et les 2 éviers, les miroirs, et les carrelages, c'est un déstockage aussi. Les toilettes sont à une deuxième main, aussi l'évier. Ici, dans les chambres, ce sont des chambres qui donnent un 2e jour. Du coup, voilà, il y a un souci, en fait, à l'urbanisme, ce ne sont pas des chambres. Ça, c'est un souci notamment dans la reconversion de logements, de bureaux en logement. Et du coup, ce sont des ateliers, mais qui nous utilisent comme chambre. Voilà, ça, c'est la vue voilà, un peu photoshopée par les photographes, mais ce sont vraiment des espaces très qualitatifs dans lesquels, notamment, les matériaux jouent un rôle crucial dans les conforts. Les fenêtres, les châssis sont des châssis en triple vitrage. C'est pas forcément qu'on avait choisi du triple vitrage, mais malheureusement, c'est les moins cher aujourd'hui et pour un contresens de la production même. Des vitrages très performants, mais avec moins de matériel, un double vitrage. Mais ce qui est remarquable, quand même, ce qui nous avait intéressé, c'est le fait que c'est du bois le plus local possible. Du coup, c'est du pin de Vosges, un bois pas très résistant, mais du coup, qu'on a laissé un bois apparent à l'extérieur. On l'a traité avec de l'huile de lin à l'intérieur, 3 couches, mais à l'extérieur, en 3 couches, on a peint nous-mêmes en couleur très foncée et un vernis très résistante. C'est pour avoir une idée du espace que je viens de vous présenter. Et du coup, voilà, on rentre par les couloirs. Ces grands couloirs servent aussi sortis en cas de feu, d'incendie. Il y a les 3 chambres qui ne sont pas des chambres, ce sont des ateliers officiellement, mais voilà, ce sont des chambres en fait à vivre très qualitatives, en plus qu'on est orienté est. Après, il y a les 2 salles de bain dans un espace de passage, la halle, et voilà. Et après, les grands salons très généreux qui donnent en fait sur le côté ouest. Petite coupe pour voir. Il n'y a pas grand-chose en fait à voir, mais on voit quand même l'épaisseur des matériaux et aussi la paille et autres.
Et je vous remercie pour votre attention. Pour l'instant, je me fais un peu guider par le... Je laisse peut-être une image chouette. Et je propose maintenant, je prends le smartphone, j'allume la vidéo, horizontale. Voilà. Vous me voyez. Voilà, alors, bienvenue maintenant dans l'espace commun. C'est toujours la partie du projet voilà, qui prend plus de temps. Du coup, en fait, c'est toujours pas encore fini. On a de quoi mettre une cuisine ici. Pour l'instant, on a une salle de bain. Je peux vous présenter, ça c'est un mur de 30 cm, un chaud-chambre. Et du coup, c'est un mur que vous voyez très bien fini. C'était pas peint et c'est vraiment cette peinture voilà, qui est pas complètement lisse, mais qui du coup donne vraiment un confort, pas seulement thermique, acoustique, d'inertie et de masse, mais aussi au niveau acoustique. C'est vraiment très chouette. Et sur le fond, là, c'est le mur en paille. Vous voyez bien l'épaisseur que ça représente. Et ici, en fait, je peux vous un peu expliquer, mais vous l'avez vu, en fait. On a demandé à ces charpentiers assez précis de nous faire un cadre tout autour. Et c'était les cadres qui dessinaient déjà les ouvertures. Et en fait, dans ces cadres qui faisaient 42 cm, du coup 36 plus 4 de définition des deux côtés, on a pu résoudre pas seulement le placement des fenêtres, des châssis et autres, mais notamment la question assez difficile de la finition de tout ce qui est induit autour des murs en paille. Et du coup, vous voyez, en fait, c'est assez joli, je dirais. Je sais pas, vous voyez vraiment que ce sont des beaux éléments. Pour le faire, il a vissé et collé 3 profils. Mais voilà, on les a même pas traités en fait pour l'instant. Et sinon, là, on se retrouve avec un autre mur qui est Julia, les murs avec les voisins. Ouais. Excuse-moi de t'interrompre 2 petites secondes. Je pense qu'il faudrait que tu désactives l'écran partagé sur ton PC, histoire qu'on puisse voir en plus grand ce que tu nous montres là pour l'instant. Voilà, Ah ouais, merci. C'est gentil. Alors voilà, en fait, je vous montre les éléments qu'il y a ici. Ça, c'était le mur grand protagoniste. Et il n'y a pas grand-chose d'autre que je puisse vous montrer. Je vais quand même pas mal montrer dans les photos. C'est un mur qui coûtait notamment très cher, pas le mur en soi, mais tout ce qui est vitrage. En fait, le vitrage dans un espace qui doit avoir une résistance au feu d'1 heure, comme sortir en cas d'incendie, ça mène à un surcoût de 3 fois le prix d'un vitrage normal. Du coup, voilà, on se retrouve dans des petits contraintes, et notamment la contrainte, c'était aussi lié à la porte. Alors, voilà. Et au fait que ça n'existe pas de fenêtres, des châssis qui puissent être ouvertes résistantes au feu 1 heure. Et du coup, en fait, l'idée, c'était de mettre juste des portes à la place des fenêtres. Aussi dans les lofts en général, il y a vraiment des portes à la place des fenêtres et parfois des éléments fixes du vitrage très, très cher. Voilà, ici il y a toujours les plantes qui étaient les plantes d'origine qui ont été juste retournées, découpées, un peu poncées. Et voilà, ça c'est l'espace. Il y a des espaces beaucoup plus grands et généreux, mais voilà, pour l'instant, aujourd'hui on fait avec ça. Est-ce qu'il y a des questions? Je peux revenir aussi sur les photos pour montrer des autres éléments. A-t-on des questions ici dans le chat en ce moment? Pour l'instant, il n'y a pas encore de questions. D'accord. Mais n'hésitez pas à les mettre dans le chat et je les relayerai. Je peux parler des techniques. En fait, on n'a pas vraiment beaucoup de techniques. On a vraiment travaillé avec l'inertie. On a aussi travaillé avec des budgets assez limités. Et du coup, on a juste un système de ventilation mécanique, mais juste d'extraction. Et comme chauffage, en fait, chaque espace a individuellement une chaudière à condensation qui fait eau chaude sanitaire et chauffage. Voilà. Et il faut dire la vérité, on chauffe très peu. Comme si on est dans les couloirs. Voilà.
Voilà, Julia, on a une question ici par rapport aux animaux dont tu as parlé, qui sont venus après l'utilisation de la paille. Est-ce que tu peux dire un petit peu plus? Ouais, apparemment, ce sont des animaux qui arrivent souvent dans juste la première année. Ils étaient des petites bêtes qui faisaient rien, sauf nous stresser. En fait, ils ont arrivé quand ils sont partis de la même façon. Et c'était juste des animaux. Je pense, en fait, on a induit assez vite les différentes couches. Et il faisait très chaud, c'était l'été 2017, non, 2018, il faisait très très chaud. Et là, voilà, il y a eu une sorte de formule magique pour développer la vie qui était endormie dans les murs. Mais après, cette partie, on n'a rien dû faire en fait. La chose la plus difficile à accepter, que ça arrive, ça part, ça fait rien, ça pique pas, il n'a plus rien. Alors, Et voilà. Et du coup, il faut juste prendre des pesticides. Il faut juste attendre la saison et ça passe. alors j'ai une question ici aussi de Lucie qui demande est-ce qu'il y a moyen d'avoir le nom des entrepreneurs avec lesquels vous avez travaillé? Non, je ne conseille pas. On a eu beaucoup de soucis avec eux. Ah non, l'entrepreneur du mur en paille, non, ça c'est absolument oui. Ça c'est Gauthier Nagan et c'est quelqu'un avec qui j'ai plusieurs fois travaillé et qui est maintenant, en fait, je pense que ces projets a lancé un peu un prototype parce qu'en fait, on a demandé à PyTech, que presque tout le monde, j'imagine, connaît de nous faire le mur à l'intérieur, mais ça ne marche pas dans un bâtiment où vous avez vu l'accès logistique, c'est vraiment à l'étage, ce n'est pas un bâtiment que tu arrives avec des grues et tu poses les éléments déjà préfabriqués. Et alors, voilà, on a, avec Gauthier, lui, il a étudié cette structure et maintenant, il est en train de bâtir de plus en plus de maisons vraiment avec une efficacité aussi sur ce type de techniques. Et c'est carrément de faire ces cadres en bois, les remplir et les finir. Et il a tout un système pour vraiment compresser la paille. Et voilà, lui, je conseille. Et sinon, l'entreprise qui a fait la toiture en Liège, c'était Soltis. Et c'était en fait le projet le plus grand qu'ils avaient fait en Liège. Ils ont très bien placé en fait tout ça. Alors une petite question concernant le coût de la rénovation. Est-ce que tu peux donner des ordres de grandeur? Oui, alors, on a plus ou moins payé 700 € le mètre carré pour l'achat de quelque chose qu'il fallait complètement de détruire et autres. Et on est arrivé à la fin plus ou moins un peu plus du double avec tous les travaux. Mais il faut dire qu'en fait, on partait avec une estimation de ce mur-là. L'estimation de base, c'était un mur fait structure légère et remplissage à l'aide des roches. Et du coup, avec l'autoconstruction et tout ça, on a parvenu à dire, ah non, mais peut-être si on fait une autoconstruction comme ça, on a vraiment plutôt payé un accompagnement et les prix du matériel brut. Et voilà, à la place de payer quelque chose, à la place de mettre quelque chose déjà fini, mais qui amenait moins de qualité. Il faut aussi être honnête, on a beaucoup travaillé sur quelque chose qui nous parlait, c'était le fait de mettre en œuvre, par exemple, Isohem, c'est parce que c'était quelque chose qui était très facile à mettre en œuvre et les prix, en fait, c'est aussi, on peut dire, on a payé beaucoup les matériaux et on a essayé de faire des opérations qui demandent un travail minimal. Par exemple, les plafonds, je pense, si je ne me trompe pas, on l'a payé, je ne me rappelle plus, c'est 90 € le mètre carré ou peut-être 120 € le mètre carré en Liège, mais l'idée, c'était, il y a 2 personnes qui passent une fois. Il met du mortier, il visse, il met tout ensemble et c'est fini. Tandis que, et du coup, à la fin, ça coûte moins cher d'un faux plafond standard parce que les faux plafonds, il faut mettre d'abord le montant, les lattes, après l'isolation, après la finition, après. Et là, voilà, on était aussi arrivé sur un compromis en disant, voilà, chacun après fait avec son faux plafond en Liège ce qu'il veut. L'idée que, voilà, l'habitat groupé, il paye juste l'isolation, mais on a travaillé sur ça. Du coup, même chose, les isohemp, c'est vraiment des blocs, tu les poses, tu mets l'enduit de côté, tu as un mur fait. Tandis que si tu fais un mur léger, tu dois y passer, tu dois quand même payer beaucoup pour la main-d'œuvre. Ça, c'est un peu la stratégie. Après, ça marche parfois, oui, parfois pas vraiment. Il faut toujours un peu adapter. Il y a toujours des surcoûts et des surprises en négatif. Mais l'approche de base était celui-là. Ok, super. Le challenge. Julien qui repose une petite question de précision. Je ne sais pas si tu l'as dit, mais quelle était l'isolation qui a été prévue au niveau des sols entre la dalle d'origine et le parquet?
Non, je ne l'ai pas dit, il n'y avait pas. En fait, chacun a fait un peu comme il veut. Et idéalement, le refaisant, on aurait pu prévoir un peu plus, mais il y a la question des allèges côté extérieur. Et du coup, voilà. Moi, chez moi, j'ai vraiment 2 centimètres de bois et en dessous, j'ai 4 millimètres de juste une sorte de tapis de cellulose compactée, mais voilà, chacun a géré comme il pouvait et peut-être dans un futur, si le budget changeait tout ça, j'ajouterais pour les conforts de 2 à 3 centimètres de liège ou d'isolant. Ouais. Alors, une question de Daniel qui demande ce qu'on a mis en isolation du plafond pour le dernier étage et est-ce qu'il y avait au niveau des ponts thermiques, puisqu'il y a des poutres en béton qui traversent les murs de paille. Non, on a vraiment travaillé sur le... Non, il faut être vraiment... Honnêtement, on n'a pas trop travaillé sur les ponts thermiques, dans le sens qu'il y a quand même un couloir qui n'est pas à zéro. C'est un couloir qui reste quand même voilà, un espace de filtre. Et du coup, les poutres sont là. Ok. Vous les voyez. Mais il n'y a pas de condensation, il n'y a pas de problème. Ce sont des espaces très sains. En plus, avec les murs, c'est pas non plus qu'on est on a tout fait des éléments qui respirent et en soi, en fait, ce sont des espaces qui gardent vraiment un confort assez extraordinaire. Du coup, voilà. On a fait des compromis et ça, c'était un des compromis. Alors, on demande aussi, donc, Daniel, quel matériau a été utilisé pour les finitions intérieures? Quoi? Ah, ça, c'est fait par nous, en fait. Maintenant, en fait, voilà, Daniel, chacun a choisi. On a travaillé avec un entrepreneur qui nous a quand même sauvés dans plusieurs situations, qui est un entrepreneur qui s'appelle Valerio Buncalea, et il est quelqu'un entrepreneur général qui nous a juste dépanné dans plein de situations. Mais à la base, par exemple, dans mon loft, c'est vraiment fait par mon copain, qui d'ailleurs maintenant travaille aussi avec Gauthier. Du coup, c'est resté en fait, c'était un point de contact qui a mené à une collaboration. Il y a beaucoup de bricolage aussi, en général. Une question concernant l'isolation acoustique. Est-ce qu'au niveau du sol et du plafond, il y a une attention particulière? En fait, ces murs-là, ils donnent vraiment un très grand confort, le fait qu'ils ne sont pas lisses. Et un débat en cours, par exemple, dans notre loft aussi, c'est les plafonds, qui est plus ou moins comme ça, brut. Et en fait, ça aussi, ça donne beaucoup de confort. En fait, l'épaisseur de la dalle, vu que c'est un bâtiment public, c'est vraiment très épais. On est sur du 50 cm avec... désolé, il y a des soucis. C'était très épais, du coup, il n'y a pas vraiment de soucis, on ne s'entend pas vraiment, juste un peu les bruits, certains types de bruits passent quand même à travers la structure en béton. Mais au niveau acoustique, c'est génial, en fait. C'est tout ça, qui n'est pas très joli à voir, bon, ça dépend des goûts, mais c'est vraiment quelque chose d'assez extraordinaire parce que ça casse les bruits. Du coup, là, au niveau acoustique, voilà, c'était un peu à travers ces murs, les surfaces qui ne sont pas complètement lisses. Alors, encore une question. Mais il n'y a pas eu une étude. Donc, est-ce que vous avez réalisé un test blower door d'étanchéité à l'air? Et si oui, quel a été le résultat obtenu? Non, il n'y en a même pas eu des éléments de PUB spécifiques après. Ça, c'est une chose à faire. J'ai vu qu'il y avait la question PUB. Non, on n'a pas fait un test d'étanchéité. Donc, alors, une question concernant les matériaux de récup. Où est-ce que vous les avez récupérés et comment? Alors, c'était un peu, on était fort. En fait, moi, j'ai travaillé chez Rotor à un moment donné, aussi mon copain, du coup, voilà, on était vraiment, mais en fait, en général, dans ces projets, on a toujours gardé tout ce qu'on a démonté, sauf malheureusement les briques. On a même essayé de donner les faux plafonds des bureaux de la Poste. On était vraiment dans cette logique-là. Et du coup, on a commencé un peu à trouver, à chercher, et notamment, voilà, parfois ce sont des choses in situ, mais sinon c'était Rotor en fait, un peu la source des matériaux.
Et voilà, c'était pas toujours hyper évident, mais dans le sens que, par exemple, dans les sols chez nous, on a placé tout ça en pensant que c'était bon comme ça, mais en fait, non, on a dû repenser parce qu'il y avait une différence d'auteur. Et par exemple, là, tout d'un coup, après 2 ans et demi qu'on habite, on a enfin décidé de travailler les sols du salon parce qu'il y avait des espaces qui étaient apparus avec le fait que, voilà, avec les chauffages et autres. En fait, c'était un sol qui était stocké dans les anciens entrepôts de rotors qui n'étaient pas étanches à l'eau. Et du coup, en fait, c'était un sol qui était un peu humide. Voilà. Mais nous, on était bien heureux quand même, pas heureux, mais voilà, on a bien fait avec. Et là, on va voir, du coup, un sol également complètement immobilisé. Mais voilà, c'était un peu des challenges. Même chose, les toilettes et tout ça, c'est tout à travers hauteur, quoi d'autre. Les plantes étaient sur place, les fenêtres, les châssis internes, parce qu'en fait, la maison est orientée, l'appartement est-ouest, et du coup, c'était chouette de parfois avoir un aperçu de différents types de lumière pendant les heures de la journée. Et un de ces châssis, je l'ai récupéré moi un des fenêtres qu'on a démonté à l'étage. J'ai juste démonté les cadres et on les a replacés. Et sinon, les autres, c'était aussi rotor et quoi d'autre? Les portes rotor. Il y a quand même, voilà, il y a eu tout un travail des cadres. Ce sont des éléments qui donnent aussi une chaleur et un charme et aussi un sens. Pour nous, c'était vraiment la première façon de se retourner au niveau des définitions. C'était vers l'existant. Alors, encore une ou deux questions. Donc, la question ici, c'était pourquoi avoir choisi du liège plutôt que des bottes de paille qui seraient fortement moins chères que pour l'isolation au plafond? C'est une question des prix global. En fait, les lièges coûtent cher, c'est pas local, on est d'accord, mais il est imputrescent, je sais pas en français. Mais du coup, en fait, maintenant, notamment, ça s'avérait comme quelque chose d'utile dans le fait qu'en fait, c'est une toiture très, très, très vieille. Et c'est une toiture sur laquelle les propriétaires du reste du bâtiment, sauf les 2 étages dans lesquels on habite, a gardé les droits d'usage. Et du coup, on ne maîtrise pas qu'est-ce qui va se passer au-dessus. Et alors, on s'est dit, pour en dessous, vu qu'il y a parfois des fuites d'eau et autres, que les lièges, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire parce que, en fait, ça pourrit jamais. Et en fait, c'est vrai. Ça a très bien tenu, même où il y a eu parfois des fuites d'eau de la toiture. Et aussi, les prix finaux, je pense peut-être c'est même moins cher des ballots de paille parce qu'en fait, c'était des éléments de 20 cm avec un castre. Et on venait juste les poser, c'était 2 personnes une fois et c'était fini. En décidant d'habiter avec la finition en liège. Mais là, il y a différents. Ici, on est au 2e étage, mais au 3e étage, chacun a fait un peu ce qu'il voulait. Il y a certains qui l'ont peint avant de les poser en blanc. Il y a des autres qui l'ont laissé comme ça. Et d'autres personnes qui ont juste ajouté un faux plafond. Du coup, voilà. Là, la question du prix, voilà, c'était pas non plus du coup la vraie différence. Mais pour nous, dans l'habitat groupé, c'était important de décider qu'est-ce qu'on allait payer tous ensemble. Et du coup, voilà, on a payé tous ensemble ce type d'isolation-là, en laissant les finitions à chaque personne. Ok, alors une dernière question. Dernière question de Quentin. Concernant les murs non porteurs, il aurait voulu des précisions. Donc lui, il a compris qu'il y avait de la paille et de l'argile, mais quelle est la dernière partie pour arriver à un mur lisse? Ouais, alors en fait, on a trouvé, c'est un produit de Isohemp, ça s'appelle PCS. Dans la présentation, à un moment donné, on le voit aussi, il y a des sacs, c'est leur enduit, et c'est un produit qui est vraiment plus cher qu'un enduit normal, et c'est pas de l'argile, mais ça reste quand même quelque chose qui fait respirer très bien les murs, qui reste dans la même logique d'inertie thermique et qui ne craque pas, chose qui n'est pas évidente au niveau de la finition en argile et aussi qui donne une certaine luminosité aux espaces. Et du coup, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est un peu, voilà, en fait, c'était Valerio qui l'a posé. Et là, c'était vraiment juste un travail de l'enduisage standard. On peut faire parfois on peut rattraper parfois des grosses différences d'épaisseur et ça ne craque pas. Et il ne faut pas les peindre. Et voilà, c'est quand même, voilà, c'était quand même, je trouve, un bon compromis. Et est-ce qu'on peut quand même les peindre avec une peinture classique ou pas?
Oui, c'est un peu dommage. Il faut garder toujours une peinture naturelle, je pense, pour que le mur marche, qu'il puisse respirer. Vu qu'en fait, ici en dessous, il y a 3 cm d'argile et juste un dernier centimètre de ça. Et derrière la paille, c'est bien de garder quand même la philosophie aussi jusqu'à la peinture. Et dans les futurs, sûrement, on va les repeindre. Mais là, voilà, la première couche, il ne faut pas. Merci Et beaucoup. Et si on a... Voilà, Benoît, on est arrivé au bout des questions, en tout cas, à ce stade-ci. Oui, voilà, je pense qu'on va du coup pouvoir passer peut-être à la présentation de Benjamin qui va nous parler justement peut-être de ces questions que certains ont évoquées dans les questions par rapport aux problèmes d'humidité éventuelle et donc je vais passer la main tout simplement à notre expert du soir, Benjamin. Je te laisse. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Je vois qu'il y a pas mal de monde. C'est une bonne nouvelle. J'ai un peu la lourde tâche de vous garder intéressés à cette heure avancée de la journée. Donc, j'espère que ce qu'on va aborder vous intéressera. Alors, c'est forcément, puisqu'on parle d'intervention d'experts, c'est du contenu peut-être un peu technique. Alors, j'ai cherché à faire des présentations qui restaient quand même un peu interactives et j'espère intéressantes. Donc, on est un peu parti pour un sépare sorcier de l'hygrothermie, dans l'optique de faire de vous donc des experts de l'hygrothermie à la fin de la présentation. Alors, il y a 2 parties à cette présentation-ci. Je vais partager mon écran tout de suite. Et la première partie, attendez que je sélectionne la bonne chose. Voilà. Est-ce que tout le monde voit l'écran? J'espère que oui. Donc, la première partie de la présentation, en fait, va porter sur un projet de recherche qui s'appelle AproPaille. Donc, il y avait ici l'isolation en paille qui a été mise en place dans le projet qui vous a été présenté. Donc, on a jugé intéressant de vous présenter un peu plus de choses sur la construction en paille. Et la deuxième partie de la présentation sera vraiment axée sur le comportement hygrothermique des matériaux naturels et vous expliquer un peu plus ce qu'on entend par l'hygrothermie. Alors, ce projet de recherche AproPaille s'est déroulé entre 2012 et 2016. C'est un projet qui était financé par la région Wallonne. On peut voir l'ensemble des partenaires, donc les logos qui sont repris au-dessus. J'espère qu'on voit ma souris. Voilà. L'ensemble des partenaires sont repris ici au-dessus, donc justement PailleTech dont on vient de parler. À l'époque, j'étais chercheur associé de l'ICED. Je travaillais donc sur cette recherche AproPaille. Et cette recherche, en fait, a permis de publier 3 vade-mecum qui sont en téléchargement libre et gratuit sur Internet. On vous donnera le lien en cours de présentation ou par la suite. Et mon souhait ici est de vous présenter rapidement ce que ces 3 vade-mecum contenaient pour vous montrer un peu qu'il y avait déjà énormément d'informations sur la construction de paille et la paille en tant que matériau qui était disponible. Alors, la présentation ne fonctionne pas comme je voudrais. Excusez-moi. Voilà. Donc, l'objectif de la recherche ici, donc, c'était avant tout d'apporter des réponses vraiment techniques à tous les techniciens du bâtiment, donc que ce soit les architectes, les bureaux d'études ou les entrepreneurs. L'idée était de dire que on allait faire énormément de recherches, de tests sur la paille pour faire en sorte que le matériau paille, le ballot de paille, soit reconnu comme un matériau de la construction au même titre que n'importe quel autre matériau, comme la cellulose ou la fibre de bois, ce genre de choses. L'idée était également aussi donc d'aider PailleTech à optimiser leur système de parois préfabriquées pour les aider simplement en tant que partenaire du projet à mieux prospérer dans le domaine de la construction, donc avec matériaux naturels. Et la grande finalité du projet, c'est de faire en sorte qu'au bout de ces 4 ans de recherche-là, on allait rassembler énormément de connaissances, on allait découvrir certaines choses à l'issue des essais qui étaient menés. Et donc, il fallait pouvoir communiquer l'ensemble des résultats vers le grand public, que ce soit des profils techniciens ou non techniciens, d'où justement la publication des 3 vade-mecum. Alors, le premier vade-mecum en lui-même est en fait un ouvrage qui est axé sur la paille en tant que matière première. Donc, c'est comme ça qu'on l'a bien voulu identifier. Et il comporte donc plusieurs chapitres. Le premier était vraiment de faire un rappel sur, au final, qu'est-ce qu'un ballot de paille? D'où est-ce que ça vient? Quel est l'historique technique de ce ballot de paille? Parce que ça me paraissait intéressant de bien préciser que la construction paille n'est pas quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui était déjà présent dans le XVIe siècle, en fait.
Alors là-bas, c'était juste des fagots rassemblés, on s'en servait sur les toits de chaume, par exemple. Mais par après, avec la pression de la mécanisation, il y a de plus en plus de ballots de paille beaucoup plus solides, beaucoup plus denses, et qui pouvaient dès lors être porteurs, qui sont apparus sur le marché. Et donc, la construction de paille s'est développée déjà là, à cette époque-là. Donc ça, simplement un petit chapitre qui resitue un peu le matériau paille dans la ligne du temps. Et après, on se penchait vraiment sur la paille en tant que matière première. Donc, la paille, c'est avant tout un coproduit de l'agriculture, et il fallait pouvoir un peu faire découvrir ça à ceux qui ne sont pas agriculteurs, tout simplement, qu'on puisse comprendre un peu d'où vient la paille, comment elle est cultivée, quelles sont les différentes méthodes pour la cultiver, la produire, quels sont les différents types de céréales qui existent, et au final, comment est-ce qu'on produit un ballot de paille, et sur quels paramètres on peut jouer pour obtenir un ballot de paille de qualité. À l'issue de ce chapitre-là, et de toutes les recherches qu'on a pu faire pour la rédaction de ce vademecum, on a pu émettre un cahier des charges pour pouvoir identifier facilement, pour les personnes non initiées, tous les paramètres sur lesquels on pouvait jouer, sur lesquels il fallait faire attention pour sélectionner un ballot de qualité pour la construction. On parle de ballot de qualité simplement pour ses performances isolantes, pour la tenue dans le temps, pour sa résistance au feu, la résistance aux insectes ou aux rongeurs, ce genre de choses. Donc, il y a un ensemble de recommandations à suivre pour avoir ce ballot de paille de qualité pour la construction de paille. Et alors, comme c'était au final une filière qui avait tendance à se développer et qu'on utilisait des ressources du monde agricole, il y avait aussi une matière à se questionner sur l'usage qui était fait de cette matière agricole. Donc, il faut savoir qu'on exporte, donc on prend de la paille, on va chercher de ballots de paille dans un champ, on exporte de la matière organique hors du champ. Donc, quand on parle de la paille, on stipule bien que c'est un coproduit de l'agriculture et pas un déchet de l'agriculture. Simplement parce que les agriculteurs, lorsqu'ils récoltent le grain, généralement, ils broient la paille ou alors ils la récoltent pour le bétail qui en fait du fumier et qui est ensuite restitué au sol sous forme d'engrais. Donc finalement, cette paille, c'est quelque chose qui est utile pour la vie du sol. C'est un apport de matière organique. Si on choisit de l'exporter du champ pour en faire des ballots, il faut s'assurer que ça n'impacte pas la vie des sols et qu'à très long terme, si vraiment il y a une grande filière qui se développe, on n'impacte pas au final la qualité des sols belge. Et donc, ce chapitre-là se penchait un peu sur tout ça. On a pris un peu plein d'hypothèses en disant, voilà, une année sur 3, on exporte la paille. Quand on regarde le nombre de permis d'urbanisme qui existent en Belgique, il y a une proportion de ces bâtiments-là qui pourraient être faits sur base de paille. On prend des hypothèses sur les quantités. Bref, on génère comme ça plein de chiffres pour se dire, au final, si on développe une filière paille en Belgique, est-ce que ça va avoir vraiment un impact sur la filière agricole? Donc, tout le chapitre est consacré à ça. Et voilà. Ça n'a pas d'impact, du moins significatif. Je vends un peu la fin du chapitre, mais c'est intéressant à découvrir en tout cas. Donc voilà, c'est ce premier vademecum qui reprend tous ces aspects-là pour vraiment faire découvrir le ballot de paille en tant que coproduit de l'agriculture, mais aussi en tant que matériau de construction. Venait ensuite le deuxième vademecum, qu'on appelait parois performantes, et c'est ce qu'on pourrait vraiment qualifier de la bible technique de la paille. Donc, tous ces chapitres contenus dans ce deuxième vademecum ont abordé vraiment les aspects les plus scientifiques de la construction de paille. On a eu beaucoup de discussions avec des experts, que ce soit en Allemagne, en Autriche, en Espagne, en Italie, au Royaume-Uni, pour s'entendre un peu tous sur ce qui existait par rapport à des données scientifiques sur le ballot de paille. Il y a d'énormes discussions sur la valeur isolante du ballot de paille. Et nous, on s'est dit, si on veut que cette construction en paille soit prise au sérieux par le monde de la construction, on doit pouvoir démontrer les caractéristiques techniques des matériaux qui sont employés, démontrer que c'est quelque chose qui tient la route, qui est isolant, qui peut résister à énormément de choses qui pourraient altérer ses performances, et on doit pouvoir démontrer ses performances aussi au regard d'autres matériaux existants. Et donc, le premier chapitre, ça a été les résultats de tout ce qu'on a pu faire en laboratoire au niveau de la paille et de 2 types d'enduits d'argile. On a réellement fait une fiche technique des matériaux avec des données techniques que je vous défie même de trouver pour d'autres matériaux de la construction. On a vraiment poussé les examens et les essais le plus loin possible. C'était en collaboration avec l'Université de Liège. Et donc, on a mesuré plein de paramètres techniques. Je ne vais pas aborder ça maintenant. Mais en tout cas, on a vraiment
fait les choses à fond, et c'est un peu le résultat ici de ces 4 années de recherche à ce niveau-là, en laboratoire. Il y a tout un chapitre consacré justement à la valeur isolante, la conductivité thermique d'un ballot de paille, parce que c'est quelque chose qui est très discuté dans le milieu de la construction en paille, que selon le sens de pose du ballot, il y aurait des valeurs isolantes différentes. Et donc ce chapitre-là discute un peu toutes ces données-là, toutes ces théories, et présente aussi le fait qu'à l'ULG, ils ont construit la machine qui permet de mesurer le pouvoir isolant d'un ballot de paille. Et du coup, il y a des campagnes assez importantes de mesures de ballots de paille différentes qui ont été faites. Donc, on a testé de la paille de céréales différentes, que ce soit de l'orge, du seigle, du blé. On a pris de la paille bio, de la paille non bio, de la paille pressée à différentes densités, de la paille pressée avec des machines différentes, récoltée avec des machines différentes. On a vraiment pris un panel de ballots très, très différents pour tester tout ça et voir un peu de quelle manière ça a influencé la valeur isolante de la paille. Donc, tout ce chapitre-là traite de cela. Ensuite, si on voulait vraiment démontrer les choses, non pas de manière théorique, mais pratique, il fallait pouvoir confronter la théorie à la pratique. Et donc, on a, en collaboration avec PyTech, placé plein de capteurs dans les parois préfabriquées que font dans leurs ateliers, pour qu'ensuite ces parois soient montées dans une habitation. Et donc, on a suivi comme ça pendant, c'était 2 ans de mémoire, les variations de température, d'humidité au niveau de ces parois-là, au niveau des capteurs. Et sur le côté, on a réalisé plein de simulations numériques qui exploitaient justement les données qui avaient été mesurées dans les laboratoires. Donc, on a pu comparer au final l'approche théorique des comportements hygrothermiques de la paille face au comportement réel via le monitoring. On peut voir d'ailleurs ici dans le petit extrait la superposition des données théoriques en orange et des données réelles en bleu, et voir justement que les simulations permettent assez bien d'approcher ce qui se passe réellement dans ces parois en paille. Et donc, il y a tout un chapitre qui est consacré justement à ce genre d'observation et de comparaison pour démontrer les performances réelles de la paille. On a fait également des analyses de nœuds constructifs, principalement sur base de 2 ou 3 modèles constructifs pratiqués en Belgique. Et donc, l'idée, c'est de se dire, si on a des parois qui sont épaisses et performantes, qu'en est-il au niveau de tous les raccords qu'on peut avoir dans un bâtiment? Que ce soit des coins de murs sortants, entrants, les raccords avec les châssis, avec des dalles, avec des planchers, des toitures, ce genre de choses. Il y a plein de détails techniques qui ont été dessinés, qui ont été passés dans des logiciels de calcul de transfert de chaleur, pour déterminer à chaque endroit de la paroi quelle était la température qui était atteinte et est-ce qu'il y avait un point problématique parce que justement on avait une température peut-être un peu trop faible. Donc il y a tout un catalogue de nœuds constructifs qui a été créé et qui permet justement de voir un peu ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Et enfin, gros dernier chapitre de cette Bible, c'est un chapitre sur l'analyse du cycle de vie. Alors pour ceux qui ne connaissent éventuellement pas cette thématique-là, c'est en gros une étude qui vise à mesurer l'impact environnemental d'un matériau depuis sa création, sa fabrication, jusqu'à ce qu'on appelle fin de vie, donc le fait qu'il soit incinéré ou enfoui ou recyclé, tout simplement. Et donc pour la paille, vu que c'était quelque chose qui était fort discuté, on a aussi fait énormément de campagnes de mesures. On a rencontré des agriculteurs pour savoir comment est-ce qu'ils cultivent leurs céréales. On a fait des mesures sur les quantités de paille qui est exportée de champs. On a tenu compte de l'usure des pneus des tracteurs. On a vraiment été très très loin dans les recherches, justement pour pouvoir opposer à un moment les impacts environnementaux de la production de paille par rapport à la cellulose, au polyuréthane, au béton, même parfois, bois et béton par exemple. Et donc c'est tout un chapitre qui traite de ça et qui met en avant les choses sur lesquelles on peut jouer pour garantir que la paille respecte en tout cas l'environnement à ce niveau-là. Donc tout ça est repris dans ce deuxième vademecum qui est très très gros, je trouve que ça fait une 120, 130 pages de mémoire, donc c'est quelque chose d'assez indigeste en première lecture, mais qui reprend énormément de données techniques, très utiles pour les concepteurs, pour les personnes un peu curieuses d'un point de vue technique. Et le troisième vademecum présentait simplement les choses beaucoup plus concrètes. On s'est dit à un moment, c'est bien d'avoir l'historique sur la paille, c'est bien d'avoir des choses techniques, mais il faut pouvoir à un moment démontrer aussi que tout ça fonctionne. Et la meilleure manière de le démontrer, c'est de présenter des bâtiments qui ont été construits. Et donc, on a constitué ce troisième vademecum, dont le premier chapitre parle assez simplement de l'historique de la construction de paille. On présente des bâtiments assez connus dans le milieu de la construction de paille, mais aussi des moins connus.
comme les premiers qui étaient construits dans le Nebraska dans les années, je ne sais même plus combien, pour être honnête avec vous, mais voilà, démontrer simplement que la construction paille remonte déjà très très longtemps et que c'est quelque chose qui fonctionne et qui résiste très bien dans le temps. On a fait un petit chapitre aussi sur les différents modes constructifs de la paille, en se disant, tiens, on se base sur le fait que la paille, elle est porteuse, elle est support d'enduit, elle est isolante, ou parfois elle n'est pas porteuse, elle est juste support d'enduit, ou simplement isolante et prise dans une ossature bois. Donc il y a différentes techniques de construction. Et donc ce chapitre-là aborde un peu les différentes méthodes qui existent. Et la plus grosse partie, forcément, de ce troisième Vademecum, c'est le catalogue de projets, où on a fait un peu le tour en Belgique de toutes c'est un grand mot, mais de la majorité des bâtiments en paille qui ont été construits, qui étaient connus en tout cas, pour rencontrer les propriétaires, leur poser des questions sur leur parcours, sur les choix qui ont été faits, décrire les parois, voilà, ce genre de choses. Donc simplement démontrer que les constructions en paille, c'est quelque chose qui se fait, qui fonctionne, et qui peuvent être facilement répétées à partir du moment où on maîtrise le processus de construction. Et un tout dernier petit chapitre, c'était les fameuses foires aux questions, où en fait la volonté était un peu de casser tous les préjugés qu'on pouvait entendre sur la construction de paille, donc sur le fait que ça brûle, sur le fait qu'on a des rongeurs qui peuvent se développer, que ça prend l'humidité, que je ne sais pas quoi d'autre, mais voilà, il y avait pas mal de choses qui étaient abordées. Et pour chacune de ces questions, on fournissait à chaque fois une réponse bien détaillée, qui, on l'espère, va rassurer la personne qui souhaite se lancer dans la construction de paille et qui aura entendu simplement des informations assez négatives à ce sujet-là. Donc voilà, tout ça, c'est la recherche à Propaille qui a donné lieu aussi, vu qu'on a eu beaucoup d'échanges, beaucoup de rencontres, on a eu beaucoup de personnes qui nous ont accueillis chez elles pour créer ce catalogue de projets. Et donc, il y a un site web qui a été créé sur le côté qui voulait en fait simplement rendre plus facilement encore d'accès à cette information. L'idée était de créer un répertoire de projets en ligne pour que chaque personne puisse voir, tiens, dans telle région, il y a tel projet, c'est tel type de construction, c'est visitable ou pas. Voilà, il y a plus d'infos sur cette plateforme-là. Alors, je ne saurais pas vous dire, et honnêtement, aujourd'hui, vérifier avant de présenter si cette plateforme existe toujours. De mémoire, ça a été repris par une association à Bruxelles, et peut-être que le nom à Propaille a légèrement changé depuis, mais normalement, dans Google, ça doit pouvoir toujours se retrouver. Au pire, je vous enverrai aussi le lien vers la nouvelle plateforme. Voilà. Donc ça, c'était la première partie de la présentation qui vous présentait globalement donc cette recherche à Propaille. Comme je vous l'ai dit en tout début de présentation, les 3 Vademecum sont en téléchargement libre sur le site de la région Wallonne. Une recherche Google vous permettrait facilement d'arriver dessus, mais on vous enverra le lien vers la page en question. Voilà. Je ne sais pas si on fait des questions sur ça maintenant ou si je prolonge directement avec la deuxième partie. Peut-être que je peux faire tout d'un coup et on répondra aux questions après. Je pense autant enchaîner. On rassemblera toutes les questions parce que je n'en vois pas beaucoup là pour l'instant qui se manifestent. Oui, juste pour préciser, ces trois Vademecum, on a mis le lien dans la discussion justement si vous voulez télécharger le PDF. Voilà, il suffit de cliquer dessus et vous pouvez découvrir tout ça. Très bien. Alors je partage la deuxième présentation. Voilà. J'espère que vous voyez tous aussi correctement l'écran. Et donc ici, la deuxième partie de la présentation, en fait, c'était simplement vous parler un peu plus en détail de ce qu'on appelle le comportement hygrothermique de parois rénovées avec des matériaux naturels. Parce que c'est un vaste sujet, parce qu'il y a des choses importantes à savoir et que en fait, il apparaît assez facile de résumer les grandes lignes de ce qu'on entend quand on parle de comportement hygrothermique et à quoi il faut faire attention quand on conçoit du coup des parois avec des matériaux naturels. Alors, pour aborder la thématique déjà de manière basique, c'est reprendre simplement la définition de base. Quand on parle d'hygrothermie ou d'hygrothermie, de comportement hygrothermique, ça associe ce qu'on appelle une caractéristique hygroscopique et thermique. Alors, thermique, c'est relatif à la chaleur, à la température, je pense que tout le monde connaît ça. Quand on parle de comportement hygroscopique, on va simplement parler d'un comportement d'un matériau qui a tendance à absorber l'humidité contenue dans l'air. Prenez un exemple très simple, vous prenez une feuille A4 blanche, peu importe, une feuille de papier, vous allez dans une salle de bain prendre un bain où il y a dégagement de vapeur, vous allez voir cette feuille qui va commencer à gondoler, simplement parce qu'elle a capté l'humidité qui se trouvait dans l'air.
Et donc, on peut dire que cette feuille de papier, le papier, la cellulose qui est à l'intérieur, a un comportement hygroscopique. Donc, au final, un matériau hygroscopique, ben, c'est un matériau qui présente des performances variables en fonction des conditions d'humidité et de température auxquelles il est exposé. Alors, ça, c'est très, très théorique. Je vais détailler ça un peu plus en profondeur dans la présentation. C'était pour bien vous faire comprendre l'origine de ce mot hygrothermie et le fait qu'on avait un comportement hygroscopique qui était en jeu dans ce genre de matériaux naturels. Alors, petit zoom justement, pour partir dans le concret, et parce que je trouve qu'un schéma parfois vaut bien plus qu'un long discours, vous avez ici des vues en microscope à balayage électronique, à gauche d'une structure de mousse polyuréthane et à droite une structure d'une paille de céréales. Alors ce que vous voyez à gauche dans la mousse polyuréthane, c'est un ensemble en fait de sphères. Donc ici c'est un panneau qui a été coupé en deux et on observe chaque cercle noir, c'est une demi-sphère si vous voulez. Donc la mousse polyuréthane finalement c'est une structure poreuse fermée. Donc c'est un ensemble de petites sphères qui ne communiquent pas forcément entre elles, qui contiennent de l'air immobile et qui ne savent pas échanger d'une sphère à l'autre de la vapeur d'eau ou de la chaleur, ce genre de choses. Donc cette structure fermée, le fait que dans chaque petite sphère, dans chaque bulle comme ça, il y a de l'air immobile enfermé, c'est ce qui fait que le polyuréthane est si isolant. Il présente des performances d'isolation très très élevées. Si on regarde côté droit de l'écran la structure d'une paille de céréales, donc ce sont des images issues justement de la recherche à ProPaille. On regarde ici donc, dans une coupe transversale d'une paille, d'une fibre de paille, et on regarde l'épaisseur en fait de la tige de paille. Et donc ce qu'on peut voir, c'est que cette tige de paille est composée d'un ensemble de petits canaux comme ça, qui courent sur toute la longueur de la fibre. Donc c'est ici une structure poreuse ouverte. Ça veut dire que dans l'ensemble de ces canaux, on a de l'air qui peut circuler. Alors, on ne parle pas de courant d'air, hein, bien entendu, on parle simplement d'un déplacement très lent d'air, ce n'est pas un air immobile. Et de ce fait, on a une performance isolante moins importante que le polyuréthane qui a de l'air vraiment immobile. Donc, on parle de porosité de matériaux naturels pour exprimer le fait justement que ces matériaux contiennent des structures poreuses ouvertes et très... qui contiennent beaucoup d'air, si je puis dire comme ça. Alors, on voit que la minérale et la paille ont une valeur mu finalement très proche. Du coup, on a envie de se dire, tiens, la minérale et la paille, ça a des comportements quasiment similaires. Pas tout à fait. Et c'est justement là que le stockage de la vapeur d'eau entre en ligne de compte. Et ce stockage de la vapeur d'eau est exprimé par la courbe de sorption. Alors, c'est un terme très technique. Et ce slide-là est probablement le plus important et le plus retenu, c'est ce qui fera de vous des experts de l'hygrothermie. Quand on parle de matériaux naturels et de comportements hygroscopiques, c'est typiquement à l'isotherme de sorption qu'on fait référence. Parce que cette donnée technique, ce graphique que vous pouvez voir sur la droite, exprime en fait la quantité de vapeur d'eau que peut contenir le matériau en fonction d'une certaine humidité relative. Si vous regardez les 4 images sur la gauche, à l'état sec, donc la petite image, c'est une représentation de la structure poreuse du matériau. Et cette espèce de couloir, de conduit blanc, c'est un pore ouvert, donc c'est ce qu'on pourrait assimiler au canal qu'on retrouve dans la fibre de la paille, par exemple. Quand on est dans la zone hygroscopique, généralement entre 0 et 90% d'humidité relative, on a des molécules de vapeur d'eau qui vont circuler dans ce canal, dans ce pore. Et petit à petit, elles vont se déposer sur les parois qui forment le pore du matériau. Donc, c'est les parois du pore. À partir du moment où l'humidité relative augmente, on va avoir de plus en plus de molécules de vapeur d'eau dans l'air et dans le matériau. Et donc, petit à petit, ces molécules de vapeur d'eau vont s'accumuler sur les bords des pores jusqu'à arriver dans certains étranglements de pores. Donc, si vous voyez bien ma souris, je parle de ce genre de zone-là, où à un moment la structure poreuse se resserre, et bien on va avoir un contact avec ces molécules de vapeur d'eau, elles vont commencer à fermer le pore. Et au plus on va augmenter l'humidité relative, au plus les pores de matériaux vont se remplir de vapeur d'eau, jusqu'à arriver à ce qu'on appelle la saturation, où là il ne peut plus contenir plus de vapeur d'eau que sa structure poreuse ne le permet. Et c'est là en fait tout l'enjeu des matériaux naturels, quand on parle de matériaux respirants, de parois respirantes, de stockage d'humidité, on parle réellement en fait de cette fameuse courbe de sorption
isotherme de sorption, courbe de rétention d'humidité. Il y a plusieurs appellations, mais globalement, toujours exprimer la teneur en eau en fonction de l'humidité relative. Et cette humidité relative, eh bien, on en parle quand on parle d'un climat intérieur. On parle de 20 degrés, de 50% d'humidité relative pour une habitation, par exemple, en moyenne. Mais dans une paroi, plus on va vers l'extérieur, plus la paroi va présenter une température froide. Et quand la température diminue, l'humidité relative a tendance à augmenter. Et donc, on arrive à un moment dans l'isolant où on pourrait arriver à 100% d'humidité relative. Et s'il y a assez de vapeur d'eau, ben, cette vapeur d'eau va occuper tous les pores du matériau et peut-être amener à de la condensation. Et c'est justement ça qu'on cherche à étudier pour l'éviter, en fait, dans le cas des matériaux naturels. Alors, ça paraît très compliqué et je vais vous faire un petit schéma qui va vous aider peut-être à comprendre. Mais avant ça, je voulais simplement vous montrer un petit comparatif. Donc, quand je disais avant que la laine de verre, laine minérale et la paille présentaient ce mu quasiment identique, et donc finalement, on peut se dire, bah, tiens, de la paille ou de la laine minérale, c'est presque similaire. Voilà la différence entre un matériau naturel et un matériau minéral, ou entre la laine minérale et la paille, par exemple. Si je prends cette teneur en eau, donc la quantité d'eau que le matériau est capable de stocker en fonction de l'humidité relative, on prend un point par exemple à 80% d'humidité relative, un autre à 90% d'humidité relative, vous pouvez voir que des matériaux comme une laine de verre ou une laine de roche, ben, on parle de 0,5 ou 0,17 kg par mètre cube. Donc c'est un demi-litre par mètre cube de matériaux pour la laine de verre, hein, pour se bien se rendre compte de ça. Et ce n'est pas spécialement plus élevé à partir du moment où on passe aux 90% d'humidité relative. Si on regarde du côté de la cellulose, de la laine de bois, de la paille, des matériaux naturels qui ont ces structures poreuses ouvertes et qui peuvent stocker beaucoup plus d'humidité, on voit déjà qu'on parle là de 7 à presque 14 litres par mètre cube de matériaux à 80% d'humidité relative, et on peut montrer à 18 litres par mètre cube de matériaux quand on a 90% d'humidité relative. Donc quand on regarde la cellulose avec 10,8 et de la laine de roche, par exemple, à 0,2 au-dessus, on parle de 50 fois plus d'humidité, de vapeur d'eau qui peut être stockée au sein de la cellulose que de la laine de roche. Voilà la grosse différence entre une laine minérale et un matériau naturel. Alors, la contrepartie de tout ça, c'est que au plus un matériau stocke de la vapeur d'eau, au plus il s'humidifie, entre guillemets, au plus l'ensemble de ses performances hygrothermiques vont varier, vont évoluer. Et donc, par exemple, le coefficient mu dont on parlait, bien, il varie en fonction de l'humidité. Le pouvoir, la courbe de sorption dont je vous ai montré aussi, la quantité de vapeur d'eau qui peut être contenue dans un matériau, elle évolue aussi en fonction de la température. La performance isolante d'un matériau naturel, donc le fameux lambda, conductivité thermique, évolue aussi en fonction de l'humidité et de la température. Donc, le matériau naturel, c'est super parce que ça peut stocker beaucoup d'humidité, beaucoup de vapeur d'eau, ça peut gérer toute cette vapeur d'eau-là, mais d'un autre côté, ces performances peuvent évoluer dans le mauvais sens s'ils stockent trop d'humidité. On doit bien faire attention à la manière dont on conçoit les parois pour éviter justement d'avoir cette accumulation d'humidité dans le matériau. Alors, cette humidité, d'où est-ce qu'elle peut venir? Eh bien, quand on regarde le schéma ici d'une habitation, côté extérieur, typiquement, c'est la pluie, qui peut être même forcée dans la paroi par le vent. Et côté intérieur, c'est tout dégagement d'humidité. Ça peut être quand on cuisine, la vapeur d'eau qui se dégage d'une casserole. Ça peut être quand on prend une douche, la vapeur d'eau liée à l'eau chaude. Ça peut être aussi simplement quand on fait sécher du linge dans une buanderie, un très gros dégagement de vapeur d'eau dans ce genre d'endroit-là. Et donc, on a de chaque côté de la paroi de l'humidité qui peut rentrer sous forme d'eau liquide ou sous forme de vapeur d'eau. Et il faut pouvoir gérer justement ces interactions avec les différentes ambiances pour éviter des problèmes d'accumulation de vapeur d'eau dans le matériau et des risques de condensation. Vous verrez qu'en bas à droite, ici, j'ai mis des petites gouttelettes d'eau. Ah, ma souris, voilà. Ici, en bas à droite, pour symboliser les remontées capillaires et infiltrations, choses de ce genre. Ce n'est pas vraiment ici la thématique qui est abordée, mais voilà, ça peut être parfois une problématique aussi à surveiller. Alors, pour essayer de rendre ça un peu plus compréhensible, je vous propose un cas concret, surtout ici dans la thématique de la rénovation avec des matériaux naturels. Vous avez ce cas existant d'un mur en briques, donc un mur en briques existant. Et son fonctionnement avant rénovation, c'est quoi? C'est simplement qu'on a à un moment un mur qui est exposé à de la pluie. C'est plus là par action du vent ou simplement par la porosité de la brique, sa capacité à absorber de l'humidité. Ce mur va se charger d'humidité sur 1 cm par exemple.
Et cette humidité, elle va petit à petit, en fonction de la quantité de pluie qui peut tomber et la période sur laquelle ça se déroule, cette humidité peut petit à petit rentrer dans la brique, passer à travers le mortier, rentrer dans l'autre brique là, et sur le très long terme, mener éventuellement à de l'eau qui s'accumule côté intérieur. Alors, on ne constate pas ça dans un bâtiment aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'il est chauffé. Et qu'un bâtiment chauffé mais qui n'est pas isolé, ça mène à des déperditions thermiques à travers le mur. Donc finalement, cette chaleur qui s'en va à travers le mur, elle réchauffe le mur et elle fait en sorte justement que l'eau ne rentre pas jusqu'à l'intérieur ou qu'il n'y ait pas cette accumulation d'eau sur la face intérieure du mur. Et donc on retrouve ici en dessous des températures de 18 degrés, 18-16 degrés côté intérieur du mur. Côté extérieur, on est peut-être à 10-12 degrés pour donner un ordre de grandeur. Qu'est-ce qui se passe si on vient donc faire ces travaux de rénovation et isoler la paroi? Eh bien, on ajoute un isolant côté intérieur. Ici, en présentation, simplement en caisson de sature bois, on insuffle de la cellulose, on vient mettre un panneau USB par devant. Voilà, on a isolé le mur par l'intérieur. Si vous voyez ici dans l'animation, cette isolation, elle a recouvert la flèche rouge. Ça veut dire qu'on vient diminuer les déperditions thermiques, ça tombe bien, c'est pour ça qu'on cherche à isoler le bâtiment. Mais le mur existant n'est plus réchauffé par les déperditions thermiques. Dès lors, qu'est-ce qui se passe? On va toujours retrouver une température de confort plus chaude, donc 18-20 degrés sur la face intérieure de ce mur-là. On sera même peut-être plus à 20 degrés parce qu'on a des matériaux plus chauds, plus confortables. Notre point à 10-12 degrés, en fait, il va se retrouver derrière l'isolant, là où les déperditions thermiques sont en majorité gérées. Et on va avoir apparition d'un point beaucoup plus froid sur la face presque extérieure de notre mur de briques existant. De ce fait, vu qu'il n'y a plus réchauffement du mur de briques par les déperditions, on va avoir une accumulation d'eau beaucoup plus importante dans le mur en briques. Ce qui peut mener à une infiltration d'eau par l'extérieur dans le matériau, dans la cellulose, dans les derniers centimètres à l'interface entre le mur et l'isolant, mais aussi simplement au fait que, comme la brique est majoritairement remplie d'eau, elle ne peut plus assécher le mur vers l'extérieur. Donc depuis l'intérieur, on pourrait avoir une migration de vapeur d'eau lente à travers l'isolant, et puis qui normalement, avec le fonctionnement optimal du mur, devrait traverser la brique et être évacuée vers l'extérieur. Sachant que notre brique ici est remplie d'humidité, la migration de vapeur ne peut plus se faire. Et donc on peut avoir encore ici une accentuation de l'effet de condensation au sein de l'isolant. En plus de cela, on peut aussi avoir, à partir du moment où on a une brique qui est saturée en eau, si on descend à la température négative, l'eau en gelant se dilate et donc on peut avoir une explosion de la brique en façade, dégâts par le gel, on appelle ça. Et donc on peut retrouver parfois, si on ne fait pas attention à ce qu'on fait, on y met un gros isolant côté intérieur et puis l'année d'après, en période hivernale, on se retrouve à avoir une brique qui commence à éclater un peu partout. Ça peut arriver avec un enduit aussi. Et donc typiquement, ce sont ce genre de problématiques qui se révèlent. Alors, comment on va gérer du coup ce cas problématique? Eh bien, dans un premier temps, on va venir appliquer un traitement hydrofuge sur la brique. Ce traitement hydrofuge va faire en sorte de protéger le mur de toute infiltration d'eau. Alors, quand je dis traitement hydrofuge, ça peut être aussi, de manière générale, n'importe quelle protection à la pluie. Donc, par exemple, ça peut être un bardage bois, ça peut être un bardage en ardoise, par exemple, ça peut être une peinture, un badigeonnage, quelque chose qui, en tout cas, apporte une protection à la pluie. Donc, la peinture ou le badigeonnage doit être hydrofuge, mais qui reste ouvert à la diffusion de vapeur. Donc, c'est toujours important que la paroi puisse s'assécher vers l'extérieur par action du vent, du soleil, ce genre de choses. Donc, en mettant en place le traitement hydrofuge, on va assécher notre mur, puisqu'il ne va plus pouvoir absorber d'eau à l'état liquide. Et côté intérieur, on va mettre en place un matériau freine-vapeur, on va caractériser ça de manière générale. Ça peut être une membrane hygrovariable, ça peut être une membrane par vapeur, ça peut être tout autre matériau qui présente en tout cas la capacité de réguler le transfert de vapeur d'eau, donc de le freiner ou à un moment de laisser la vapeur d'eau passer. Et en maîtrisant justement la quantité de vapeur d'eau qui va passer de l'intérieur vers l'extérieur, on va éviter l'accumulation de vapeur d'eau à un endroit très froid de la paroi, donc à l'interface entre le mur et l'isolant, et donc le risque de condensation. Donc ça, c'est la manière de gérer justement une paroi sur base des deux sources d'humidité qu'on peut rencontrer, l'extérieur et l'intérieur. Extérieur, c'est surtout la pluie, intérieur, c'est la production de vapeur d'eau. Alors, il existe une alternative au traitement hydrofuge, si on ne veut pas d'office avoir recours à ce traitement-là. Bien, à ce moment-là, ce qu'il est important de faire, c'est d'évaluer la performance des matériaux existants, typiquement ici le mur.
Si on ne souhaite pas, donc, comme je disais, faire ce traitement hydrofuge, on peut avoir recours à des tests, ça s'appelle les tests à la pipe de Kersten. C'est très très simple en fait, hein. On place cette petite pipe de manière hermétique et étanche avec un mastic contre le mur, on remplit d'eau et on chronomètre, on mesure en combien de temps l'eau est absorbée par la brique. Et ça nous permet simplement de savoir, de déterminer le coefficient d'absorption d'eau de la brique, et donc sa capacité à absorber très vite ou très lentement de l'eau, et donc savoir si elle va très vite aussi redistribuer cette eau dans toute l'épaisseur du mur et créer un problème côté intérieur. Généralement, à partir du moment où la brique absorbe un petit peu, on ne prend même pas le risque, on met un traitement hydrofuge ou une protection. Mais ça peut arriver que des briques présentent déjà un badigeonnage ou une peinture, ou tout simplement, ça peut arriver qu'il y a un traitement hydrofuge qui a déjà été fait. Et donc, on vient faire ce test pour vérifier que la peinture, le badigeonnage ou le traitement hydrofuge sont effectivement efficaces. Pour information, dès qu'on choisit de faire un traitement hydrofuge, normalement, on vérifie l'efficacité du traitement avec cette méthode-là également. Donc, c'est quelque chose de très facile, ça se fait en 15-20 minutes grand maximum, et on a un résultat quasiment instantané. Donc, ça peut être très utile pour savoir un peu quel type de briques on a face à un mur résistant. Donc, en résumé de tout ça, que ce soit en rénovation comme en construction neuve, il faut de toute façon privilégier l'isolation par l'extérieur lorsque c'est possible. Donc c'est un peu évident, mais parfois on se lance dans de grandes réflexions sur l'isolation par l'intérieur, et quand on considère le nombre de problématiques qui peuvent se présenter, il faut généralement essayer de travailler d'abord par l'extérieur, si cela est possible. Ça évite beaucoup de problèmes. Si ce n'est pas possible et qu'on doit avoir recours à l'isolation par l'intérieur, alors il faut faire très attention à bien connaître la situation dans laquelle on intervient. C'est-à-dire qu'il y a une paroi existante, il faut pouvoir évaluer les expositions aux conditions climatiques. Donc, est-ce qu'elle est exposée à la pluie, au soleil? Est-ce qu'il y a une protection temporaire, un arbre par exemple qui protège de la pluie ou du soleil, mais en hiver il perd ses feuilles, donc le soleil ou la pluie sont là. Les caractéristiques de la paroi existante avant travaux, c'est comme je le montrais ici par exemple, savoir est-ce que la brique a la capacité d'absorber de l'eau, est-ce qu'il y a d'autres matériaux présents dans la paroi dont il faut tenir compte avant de venir en rajouter. Il faut savoir quel type de climat intérieur on va obtenir après travaux pour savoir si on n'est pas en présence de sources d'humidité trop importantes. Et ensuite, bien entendu, faire un choix responsable de la composition de parois en fonction des matériaux avec lesquels on veut travailler. Donc, si on a un matériau naturel, bien faire attention à choisir un bon matériau frein de vapeur ou régulateur d'humidité pour l'accompagner. Il faut bien entendu étudier les nœuds constructifs et être attentif à l'étanchéité à l'air. Donc, ce que je vous ai montré ici, c'est très simple, c'est la gestion juste d'une composition de parois. On est sur un grand mur sans interruption, c'est très facile de venir mettre des matériaux, et tous les nœuds constructifs, toutes les interruptions de cette couche isolante sont des problématiques à analyser de manière ponctuelle pour être certain de bien gérer justement tous ces raccords et d'éviter les ponts thermiques, les températures trop froides qui peuvent provoquer de la condensation ou des problématiques d'étanchéité à l'air. Et bien entendu derrière, lorsque tout est fait, il faut bien maîtriser le climat intérieur, donc ça veut dire ventiler. Finalement ici, à partir du moment où on s'est protégé de la pluie côté extérieur, on veut se protéger de la vapeur d'eau côté intérieur, et la meilleure manière de se protéger de la vapeur d'eau, c'est de l'éliminer. Donc simplement de ventiler le bâtiment pour faire en sorte que l'humidité relative soit très très faible dans les espaces de vie et qu'il n'y ait pas trop de migration de vapeur dans la paroi. Voilà, c'était un condensé un peu technique. J'espère que j'étais compréhensible. J'espère que vous avez appris des choses, que vous avez compris le principe de l'isotherme de sorption, parce que je pense que c'est vraiment la composante la plus importante à comprendre quand on travaille avec des matériaux naturels. Et je vous propose de poser vos questions s'il y en a, et j'y répondrai avec plaisir. Voilà, on a déjà plusieurs questions. Donc, la première question, c'était de savoir s'il était possible d'obtenir la présentation. Oui, bien sûr. Je vais en faire un PDF et l'envoyer par après. Alors, première question, donc c'est: peut-on respecter les exigences d'étanchéité à l'air de la norme maison passive 50 Pascal avec un mur en chanvre ou en paille? Ça va dépendre principalement des matériaux de finition. Alors pour la paille, généralement, on a un matériau de finition devant la paille, que ce soit un panneau USB, que ce soit un enduit à l'argile.
Et donc, via des panneaux USB, on peut faire un choix adéquat de la classe du panneau USB pour avoir une garantie sur l'étanchéité à l'air. Si c'est via un enduit, il y a généralement un enduit de corps et un enduit de finition, qui a une granulométrie beaucoup plus fine et qui permet justement, comme n'importe quel plafonnage classique, de respecter les critères d'étanchéité à l'air. Pour ce qui est bloc chanvre, on a déjà eu des retours sur des blocs qui étaient restés nus, apparents, et où apparemment il y avait une très très faible déperdition à travers le bloc, un très très faible débit de fuite, pardon, à travers le bloc, mais sur la surface totale du mur, ça représentait un débit de fuite assez important. Donc on recommande quand même de venir mettre une finition, un enduit, quelque chose qui va permettre en tout cas de garantir l'étanchéité à l'air de ces blocs de chanvre. Alors, encore une question chaud-chanvre, enfin, par rapport au bloc chaud-chanvre. Donc, quid de l'isolation par l'intérieur avec bloc chaud-chanvre et enduit à la chaux? Est-ce qu'il y a besoin d'un frein de vapeur supplémentaire? Alors, ce genre de questions, je ne peux malheureusement pas y répondre comme ça parce que tout ce que je vous ai montré, cette valeur mu, le coefficient de résistance à la diffusion de vapeur, le lambda, donc le coefficient d'isolation du matériau, l'isotherme de sorption, ce sont des choses qui varient en fonction de la température et de l'humidité. Et donc, on doit pouvoir étudier la vie de la paroi sur une année complète, heure par heure, pour connaître l'évolution de toutes ces variables et savoir si ça peut mener à de la condensation. Donc, c'est ce qu'on fait. On ne fait pas de tête. Hein. Donc, ce sont des logiciels qui font ça. Le logiciel Woofy ou Delphine, pour ceux qui connaissent. Donc, ça permet justement de simuler des comportements hygrothermiques de parois sur plusieurs années, généralement 5 ans. Et donc, heure par heure, il y a un calcul qui est fait. Et donc, on tient compte de l'environnement de la paroi, que ce soit le climat auquel elle est exposée, le climat intérieur, l'épaisseur des matériaux, les performances des différents matériaux, et plein d'autres paramètres qui font que d'un côté ça fonctionne, de l'autre côté ça ne fonctionne pas pour telle ou telle raison. Donc c'est assez difficile de répondre comme ça. La grosse difficulté, en fait, je vous ai montré, et j'ai essayé d'être assez insistant sur l'importance de cette isotherme de sorption, puisque c'est elle finalement qui dit comment se comporte réellement le matériau naturel. Et cette isotherme de sorption, elle est extrêmement difficile à obtenir de la part des fabricants. Donc, les développeurs du logiciel Woofy, qui est une université en Allemagne, commencent seulement vraiment à faire comprendre l'importance de générer ce genre de données. Et je sais que des acteurs comme Isoproc en Belgique, par exemple, génèrent ce genre de données pour la cellulose parce qu'ils sont très curieux des performances réelles de leur bâtiment. Mais pour les blocs de chanvre, on n'a toujours pas réussi à l'obtenir. Et il n'y a pas toujours beaucoup de répondants de la part des fabricants parce qu'eux-mêmes, je ne sais pas, ne connaissent pas, ne s'y intéressent pas ou ne voient peut-être pas l'intérêt de le faire. Alors, j'ai répondu à la question. Merci en tout cas. Voici deux questions par rapport pour revenir au sujet de la paille. Donc, est-ce qu'on peut revenir sur le sujet de la paille, l'absorption de l'eau? Donc, la question était quel est l'avantage de la paille si elle absorbe tellement l'eau? Alors, l'avantage de la paille, en fait, c'est qu'elle peut contenir grande quantité d'eau sans nécessairement se mettre à pourrir. Donc, il faut des conditions bien particulières pour qu'il y ait un développement de moisissure de champignons au sein d'un matériau naturel. Et il y a 4 variables qui déterminent ça. Il y a, je dois m'en souvenir, je te donne cette information, mais donc il y a le substrat en lui-même, donc le support sur lequel le champignon peut se développer. La paille est parfaite pour ça. Il y a la quantité d'humidité, il y a la température et il y a le temps, en fait. Et donc, ce qui se passe généralement, c'est que la paille peut absorber beaucoup d'humidité, mais il faut qu'elle se retrouve dans des températures élevées et il faut que toutes ces conditions de température et d'humidité soient prolongées pendant plusieurs semaines pour qu'il y ait vraiment développement de moisissure. Et la paille est quelque chose qui résiste justement très très bien dans le temps à de grandes quantités d'humidité. Et si on s'en rend compte assez tôt, et si la paroi est bien conçue, la paille a la capacité de s'assécher aussi. Donc, on construit généralement une paille dans un complexe de parois qui peut s'assécher, vers l'intérieur, vers l'extérieur, peu importe. Et donc, si la paille s'assèche petit à petit, on élimine la composante temps et donc le développement de moisissure est réduit. Et chose intéressante aussi, il y a différents types de paille. Et alors, je ne sais plus exactement quelle est le composant de base qui contrôle cette moisissure, mais dans la paille, je crois que c'est la silice, si je ne dis pas de bêtises. Et en fonction du taux de silice dans la paille, la décomposition est plus ou moins rapide. Et par exemple, la paille de seigle est extrêmement résistante à la décomposition. C'est d'ailleurs un problème pour les agriculteurs qui veulent réenfouir de la paille de seigle dans le sol et se décompose très lentement. Donc ça peut être un bon type de paille pour la construction, par exemple. Alors, une question au niveau de la ventilation. Donc, puisqu'on parle de bien ventiler, est-ce qu'il faut d'office installer une VMC
double flux ou est-ce qu'il y a d'autres solutions pour lorsqu'on travaille avec des isolants naturels? Alors, l'ouverture de fenêtres, c'est une ventilation très simple qui peut être efficace si c'est bien fait. Donc, ouvrir une fenêtre de chaque côté, assurer la circulation de l'air. On a recours généralement à des ventilations double flux à partir du moment où on a un bâtiment qui est très isolé, très performant, très étanche à l'air, et où en fait on a fait de tels travaux sur l'économie d'énergie que ça n'a pas vraiment de sens d'ouvrir la fenêtre et de laisser partir les calories, l'énergie en dehors du bâtiment. Et donc c'est beaucoup plus logique pour compléter la démarche d'avoir recours à une ventilation double flux qui est une récupération de chaleur pour simplement éviter que, après avoir réduit toutes les déperditions par transmission, le plus gros poste de déperdition de la maison devienne le poste de ventilation. Donc la double flux, ça a du sens à partir du moment où on est dans un bâtiment passif, basse énergie, des bâtiments qui ont de très grandes performances en matière d'enveloppe. Mais on peut rester dans des bâtiments, je vais dire plus énergivores, c'est pas le bon mot, mais des bâtiments qui sont pas vraiment basse énergie, où on a isolé avec 10 cm par exemple de cellulose. On peut rester sur un système C d'extraction ou même des systèmes C+, qu'on appelle, je pense, des choses qui sont motorisées mais un peu contrôlées par des composantes comme la température ou l'humidité, par exemple. Ça peut tout à fait fonctionner aussi. Merci. Donc, on va prendre une dernière question parce que le temps passe. Et pour le reste, on vous renverra vers le groupe Facebook. Une question qui revient, c'est de savoir quel est le matériau idéal pour isoler par l'extérieur, finalement. Vaste question. Il n'y a pas de bonne réponse, honnêtement. Je pense qu'à partir du moment où on surveille bien la composition de la paroi et la façon dont est mise l'isolant, n'importe quel isolant peut être utilisé. Je réfléchis comme ça à chaud, mais je ne vois pas de cas particulier. Non, que ce soit laine minérale, panneau de polyuréthane, de l'EPS, XPS, de la paille, de la cellulose, la fibre de bois, laine de bois, tout ça peut être mis sur un mur extérieur, pour autant que derrière, il y ait une protection efficace liée à l'humidité. Le cas particulier, par exemple, je sais qu'il existe donc une méthode GREP, c'est une construction de paille où il y a une structure bois légère et on met généralement, en tout cas ça c'est déjà vu, de l'enduit à l'argile côté intérieur et côté extérieur aussi. Et là par contre, ça peut être très problématique si cet enduit à l'argile présente une absorption d'eau beaucoup trop importante. Donc généralement, ces constructions de paille, elles ont de grands débordants de toiture, ce qui n'est pas toujours autorisé par l'urbanisme. Mais donc c'est justement pour protéger l'enduit de la pluie. S'il y a beaucoup de pluie qui arrive sur cet enduit de l'argile, il va prendre l'eau et la rediffuser dans la paille et on peut arriver à des problématiques. Donc si vous voulez isoler par l'extérieur avec de la paille, faites attention, paille, matériau naturel de manière générale, on va dire. Faites attention à la protection à la pluie. Prévoir un bardage bois ventilé, un bardage en ardoise, un enduit mais hydrofuge, ce genre de choses. Ok, on va rester là pour les questions pour rester dans le timing. Donc, je repasse la parole à Benoît. Oui, voilà, on voit que de nombreuses questions se posent, effectivement, le temps passe très vite. Alors, ce que je vous propose de toute façon, c'est, nous avons un groupe Facebook donc, qui est dans les liens tout à la fin. On vous enverra également tout ça par email, donc que ce soit tous les liens qu'on a évoqués, histoire que vous puissiez regarder ça un petit peu plus au calme et plus à l'aise. Et alors, Benjamin se chargera d'un petit peu vérifier les questions au jour le jour durant toute cette semaine. Donc, n'hésitez pas, les questions qui n'auraient pas été répondues aujourd'hui, mettez-les, inscrivez-vous sur le groupe et on s'attachera à répondre le mieux que l'on peut, en tout cas. Voilà, ça fait déjà 1h30 que nous tournons là, donc je propose gentiment prendre fin à ce webinaire. Je tenais à remercier particulièrement, évidemment, Julia et Benjamin pour le rapport et le temps qu'ils ont consacré ici. Merci à tous les participants qui sont venus aujourd'hui pour suivre ce premier webinaire. Comme vous le savez, d'autres vont suivre par la suite, qui sont en cours de développement. Tenez-vous au courant sur le site web des Portes Ouvertes Éco-Bâtisseurs. Et donc, juste pour le groupe Facebook, pour le retrouver, le nom, c'est Construire et rénover durable et écologique éco-conso. Tapez ça. Bien entendu, je vous accepterai et vous pourrez continuer les débats. Que devais-je encore vous dire? Je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Oui. Benoît, peut-être juste signaler que j'ai mis dans le chat aussi le lien vers les bonus primes à l'énergie. Tout à fait. Ah oui, voilà. Région bruxelloise.
On l'évoquait tout à l'heure, évidemment, la question du coût qui est toujours un petit peu le nerf de la guerre pour un peu tout le monde. Mais voilà, sachez qu'il existe des primes dans les différentes régions. Ici, on parle plus spécifiquement de Bruxelles, mais qui a mis en place une prime complémentaire cette année-ci, en fait, pour un peu pallier au Covid qui a fait un peu du mal à tout ça. N'hésitez pas à aller vous renseigner. Je dirais que tout était bon à prendre. Et alors oui, peut-être plus pour notre organisation. Donc ici, c'était un petit peu, c'était le baptême du feu pour nous. J'ai fait également une petite enquête de satisfaction. Donc n'hésitez pas à donner un petit peu votre ressenti sur ce qui pourrait être amélioré, raccourci, rallongé, que sais-je. Ça nous sera très utile pour pouvoir continuer de développer les 3 prochains webinaires qui arrivent. Pour un petit peu mettre l'eau à la bouche, on va parler architecture circulaire, on va parler copropriété et habitat évolutif. Donc voilà, tenez-vous au courant. Tout ça devrait se passer d'ici mi-décembre ou plus tard. Donc on espère vous voir à tout bientôt. Voilà. Merci à tout le monde. Quelque chose à rajouter, Dimitri, de ton côté? Merci à tout le monde. Les questions ont été nombreuses et je pense que ça a permis de faire avancer la discussion et la réflexion. Ben voilà. Donc, effectivement, sujet complexe et touffu. Donc, continuons les discussions et rendez-vous pour une prochaine édition. Alors. Merci à vous. Merci, bonne soirée. Bonne soirée.